L'histoire commence alors que l'Abysse menace de détruire la ville natale de Noël. L'Abysse est une forêt qui se forme lorsque trop de mana remplit l'air, reliant le monde des humains au royaume des démons appelé le vide. Lorsque l'Abysse s'approfondit, des créatures plus puissantes apparaissent. Ce soir, l'Abysse a atteint une profondeur de 12, suffisante pour invoquer une créature mortelle connue sous le nom de Seigneur. Brandon, le grand-père de Noël, autrefois le plus puissant des sourciers et connu sous le nom légendaire de Overdette, se prépare au combat. Alors que la menace se profile, il saisit son arme et marmonne en lui-même, réalisant qu'il n'a jamais pensé qu'il la manierait à nouveau. Brandon ordonne à Noël de rester dans l'abri, affirmant que les secours arriveront bientôt. Cependant, Noël connaît trop bien son grand-père, l'aide n'arrivera pas. Brandon se prépare à combattre le Seigneur seul, et Noël comprend que son grand-père a l'intention de le vaincre lui-même. Avec une confiance légendaire, Brandon rappelle à Noël de ne pas douter de lui demandant s'il n'a pas oublié qui il est, Overdette, un nom redouté de tous. Il promet de protéger Noël au péril de sa vie, et Noël l'appelle en partant. Alors que Brandon se prépare pour le combat, il se rappelle avoir dit à Noël que les hommes ne peuvent laisser personne les mépriser, peu importe ce qu'ils affrontent. Noël se cache dans l'abri, terrifié, alors que son esprit s'emballe en pensant à son grand-père. Il reste caché, sentant l'effroi l'envahir au fur et à mesure que les moments s'égrènent. Finalement, Noël sort de l'abri et trouve Brandon gravement blessé. Brandon réfléchit à son destin, reconnaissant que même Overdette a ses limites. Il explique à Noël que c'est le chemin des sourciers, choisir une vie de combat, c'est vivre avec la mort toujours à proximité. Malgré son état, Brandon demande à Noël s'il veut toujours être un sourcier, même en connaissant les dangers qui l'accompagnent. Noël, retenant ses émotions, répond avec détermination. Il dit à son grand-père qu'il suivra le même chemin et deviendra un sourcier. Brandon, bien que fier, dit à Noël qu'il ne suffit pas d'être un sourcier, il faut devenir le plus fort, et il demande à Noël de promettre qu'il le surpassera. Noël jure qu'il deviendra le sourcier le plus fort. Brandon glousse de fierté et dit à Noël qu'il l'aime. À ce moment-là, Brandon meurt et Noël hurle d'agonie. 2 ans se sont écoulés depuis, et nous constatons que Noël a tenu sa promesse de devenir un sourcier. Son équipe est confrontée à des monstres, et Noël leur donne d'une main experte des ordres sur la meilleure façon de gagner le combat. Noël appartient à la classe de soutien la plus faible, celle des parleurs, mais il est fier de son travail. Après avoir vaincu les monstres, l'équipe de Noël commence à les découper. Noël explique que les vampires inférieurs ne peuvent pas utiliser la magie, mais que leur reine peut se reproduire rapidement, créant d'innombrables rejetons, chacun assez fort pour déchiqueter un bœuf. Alors qu'ils élaborent leur stratégie, un vampire attaque Noël, mais Tanya le sauve juste à temps. L'équipe envisage de s'attaquer directement à la reine pour stopper la reproduction, mais Noël le déconseille. Il explique que l'équipe de Rance devrait d'abord se concentrer sur la reproduction pour avoir plus de chances de réussir. Les membres de l'équipe savent à quel point Noël est essentiel à leur réussite et reconnaissent qu'en tant que tampon du groupe, il a l'autorité nécessaire pour leur donner des ordres. Malgré leur rang, ils peuvent mener à bien cette mission de Rambe grâce à la direction et aux compétences de Noël. Noël réfléchit ensuite en silence à son rôle. Le fait d'être un parleur signifie qu'il est spécialisé dans le soutien, et qu'il utilise ses mots d'ordre pour augmenter les capacités de combat de l'équipe. Cependant, sa propre force de combat est faible, et il doit se reposer entièrement sur ses camarades au combat. C'est pourquoi les parleurs sont souvent considérés comme la classe la plus faible. Soudain, la reine sort de nulle part et libère un gaz toxique. Le gaz se répand rapidement, provoquant le chaos. Lloyd et Walter reconnaissent immédiatement qu'ils doivent d'abord sauver Noël, car ils savent qu'ils sont impuissants sans ces bœufs, et Tanya les suit alors qu'ils se précipitent pour le sauver. Cependant, au milieu de la confusion, Tanya est frappée par le monstre. Sans les bonus de Noël, Lloyd et Walter luttent pour se défendre, sachant qu'ils ne peuvent pas gagner sans lui. L'équipe supplie Noël de leur donner des ordres, lui rappelant qu'il est censé être le parleur. La colère monte en Noël qui demande à tout le monde de ne pas le mépriser. Il sort son arme et se prépare à montrer à son équipe comment se bat un parleur. Noël utilise sa compétence de parleur, appelée tacticien, en donnant des ordres au groupe, ce qui augmente les capacités des membres de 25%. Noël dit à son équipe en état de mort cérébrale d'éviter une attaque, et il utilise sa voix de combat, qui augmente la vitesse de récupération de l'endurance et du mana de son équipe. Il demande à Tanya de placer une barrière sur les 2 guerriers et leur ordonne de détruire la bête. Cependant, les choses empirent lorsqu'il remarque d'autres monstres à proximité. Tanya commence à paniquer et Noël utilise sa compétence de soutien pur pour stabiliser son état mental. Noël règle un minuteur sur 74 secondes et déclare qu'il va s'occuper du menu fretin, afin que les autres puissent se concentrer sur le corps principal. Il continue à donner des instructions aux autres sur chacun de leurs mouvements et leur demande de préparer leur attaque la plus puissante. Noël assomme tout le menu fretin et prépare son pistolet magique, la seule arme anti-bête sur laquelle un parleur comme lui peut compter. Noël tire une balle de glace pour geler les démons, mais l'un d'eux s'échappe. Noël n'a plus qu'une balle et il lui reste 43 secondes sur son chronomètre.
Noël détermine que la bête l'atteindra dans 23 secondes, donc d'après ses calculs, il a juste assez de temps pour dire au gars d'attaquer le corps principal. Il transmet le message juste avant que la bête ne l'attaque, et ses coéquipiers en état de mort cérébrale déclenchent leur attaque. Tanya est stupéfaite d'avoir pu gagner, mais elle est horrifiée de constater que Noël a été touché. Ce n'est pas le cas, car Noël est arrivé au bon moment. Il a esquivé juste assez pour échapper à l'attaque, mais il a aussi pris en compte dans ses calculs le fait que les géniteurs perdraient leur capacité à se déplacer une fois la reine vaincue. La bataille se termine exactement comme Noël l'avait prévu, la mission étant achevée en 74 secondes. Ses coéquipiers, impressionnés mais plaisantants, le taquinent parce qu'il est trop confiant dans son timing risqué. Les pensées de Noël se tournent alors vers un souvenir de son grand-père. Enfant, il était contrarié d'être un parleur et souhaitait devenir un guerrier comme son grand-père. Son grand-père l'a rassuré, lui promettant que son talent brillerait et qu'il aiderait Noël à devenir le plus fort des sorciers. De retour dans le présent, Noël réaffirme silencieusement son objectif de surpasser son grand-père, même en tant que parleur, le rôle que la plupart des gens considèrent comme le plus faible. Noël explique ensuite comment Étré, la capitale de l'Empire Velnan, prospère grâce à la magie et à la technologie issue de la recherche sur les bêtes. La ville dépend des sorciers pour la protéger des abysses, et ils sont admirés comme des héros. Plus tard, alors que l'équipe prend un repas, Noël raconte comment, à l'âge de 15 ans, il a commencé à chercher des compagnons à Étré, sachant qu'en tant que parleur, il ne pouvait pas se battre seul. Walter, fier de sa récompense de $5000, parle de ses progrès, tandis que Tanya et Lloyd parlent de viser plus haut. Noël, quant à lui, pense discrètement qu'un éclaireur pourrait leur être utile, mais pour l'instant, il se concentre sur l'acquisition d'expérience avec son équipe actuelle. La conversation change lorsque Walter demande à Noël s'il est contrarié par la récompense. Walter, ivre, se moque de Noël parce qu'il se soucie trop de l'argent, disant qu'un sorcier doit avoir un grand cœur. Les paroles de Walter sur l'argent rappellent à Noël ce que son grand-père lui a dit un jour. Son grand-père lui a expliqué que les sorciers doivent donner la priorité à l'argent pour acheter le meilleur équipement et les meilleures fournitures nécessaires à leur survie. Être qualifié de cupide ou de méchant est une marque de réussite, pas de honte. Son grand-père, connu sous le nom d'Overdette, a appris à Noël à ne jamais laisser les autres le mépriser, quelles que soient leurs opinions. De retour dans le présent, Noël insiste sur le fait qu'il n'est pas contrarié, mais Walter continue de le critiquer. L'échange s'intensifie et Noël se moque de l'autorité de Walter, qui s'appuie sur son âge. La capacité est tout ce qui compte pour un sorcier, et Noël se moque donc de Walter qui utilise son âge pour forcer les autres à être d'accord avec lui. Walter, furieux, accuse Noël de rester à l'abri au combat alors que d'autres prennent des risques. Walter lui rappelle qu'il met sa propre vie en danger pour défendre les autres, mais Noël continue de le narguer. Leur dispute s'intensifie lorsque Walter déclare qu'il mettra fin à la vie de Noël, qui accepte de relever le défi. Lloyd intervient pour mettre fin à la dispute et leur rappelle qu'ils sont tous des camarades. Il leur propose de partager leurs récompenses et de s'arrêter là, ce qui permet de calmer les tensions entre eux. Après avoir accompli la mission, l'équipe se retrouve avec seulement $2500 chacun après avoir payé le clan. Tanya est déçue de la récompense, estimant qu'elle est trop faible par rapport à l'effort fourni. Lloyd explique que la mission était difficile, mais que les missions de ce type sont rares et qu'ils gagneront plus d'argent en acceptant un autre travail. Cependant, Noël souligne que, contrairement aux clans officiels, ils ne reçoivent pas de missions directement du pays, ce qui limite leurs possibilités et leurs revenus. Il mentionne la rareté de ces missions pour les sékers indépendants comme eux, et combien il est plus difficile d'y parvenir sans faire partie d'un clan. Lloyd fait le point sur leurs économies totales, qui s'élèvent à un peu plus de $100 000. Sans hésiter, Noël propose d'utiliser cet argent pour fonder leur propre clan. Lloyd prévient Noël que pour créer un clan, il faut payer $200 000 au pays, soit bien plus que ce dont il dispose actuellement. Noël répond avec confiance, déclarant qu'il est prêt à couvrir les $80 000 restants avec ses propres économies. Sa détermination est évidente, il est convaincu que la création d'un clan leur permettra de s'affranchir des travaux de seconde main et de se développer véritablement. Malgré les mises en garde de Lloyd sur le coût élevé de la location d'une base d'opération dans la capitale, Noël ne se laisse pas décourager, expliquant qu'il a déjà une piste pour trouver un endroit bon marché. Lloyd exprime des doutes sur leur capacité à gérer un clan, soulignant qu'ils ne sont encore qu'une jeune équipe de rances et inexpérimentés. Il pense qu'ils ne sont pas prêts à assumer une telle responsabilité. Noël conteste cette idée et demande à Lloyd quand ils seront prêts. Il affirme que s'ils n'agissent pas maintenant, ils resteront à jamais des sorciers de rancés. Il insiste sur le fait que l'expérience viendra de la gestion d'un clan, pas de l'attente jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Lloyd continue d'exprimer son inquiétude, déclarant que sans la confiance du pays, ils ne recevront pas les emplois bien rémunérés dont ils ont besoin pour réussir. Noël réplique en expliquant que leur jeunesse, leur attrait et leur force sont des atouts que le pays apprécie. Le gouvernement veut plus de sékers, et un séker qui réussit est souvent considéré comme une idole et un héros. Ils pensent que leur apparence et leurs compétences les aideront à réussir,
et il évoque même le fait que la signature de contrats avec des entreprises pourrait leur apporter des parrainages et des revenus supplémentaires. Walter, encore choqué par la conversation, n'arrive pas à croire que le fait d'être beau puisse les aider à obtenir un meilleur traitement de la part du pays, mais Noël reste confiant. Il dit même à Walter que, malgré ses défauts, il a lui aussi le genre de physique qui pourrait servir l'image du clan. Walter, d'abord sceptique, finit par se laisser convaincre par les arguments de Noël. Fatigué de faire des travaux de seconde main, il est d'accord avec l'idée de former un clan, ajoutant que le statut, la célébrité et l'argent sont tous attrayants. Il fait même une blague grossière sur l'utilisation de son nouveau statut pour attirer les femmes, ce qui amène Tanya à le réprimander. Avec Walter à bord, Noël se tourne vers Lloyd, lui demandant son avis en tant que chef. La détermination de Noël choque tout le monde lorsqu'il révèle que s'il n'accepte pas de former un clan, il est prêt à quitter le groupe et à prendre sa part des économies. Il leur rappelle qu'il rêve de devenir le plus grand sourcier, surpassant même son grand-père, le légendaire Overdette. Lloyd est surpris par la conviction de Noël, mais il comprend que Noël n'est pas prêt à faire des compromis. Après avoir réfléchi, Lloyd accepte. Il explique qu'ils devront prendre cette décision tôt ou tard. Tanya, toujours incrédule, remet en question le choix de Lloyd, mais il la rassure en lui disant que cela a toujours été la voie vers laquelle il se dirigeait. Lloyd recommande de continuer à discuter des détails plus tard, après s'être reposé et avoir récupéré de la longue journée et de l'alcool. Le groupe accepte de se réunir à nouveau dans 2 jours pour finaliser leur plan. Alors que tout le monde part, Tanya arrête Noël, mais elle se contente de lui dire au revoir. Le lendemain, Walter annonce frénétiquement à Noël que Lloyd et Tanya les ont trahis, les laissant ébranlés et incertains quant à la suite des événements. D'après la note, Lloyd a dilapidé tout son argent dans des pièces de monnaie et s'est retrouvé très endetté. Pour rembourser, il a utilisé tout l'argent du groupe, et Tanya et lui sont partis avant que quiconque ne le découvre. Noël rit comme un fou et Walter lui rappelle qu'ils viennent d'être trahis. Noël s'en moque car il se réjouit de la chute du puissant Lloyd, il a l'air d'un imbécile, alors Noël dit à Walter de rire avec lui. Walter explique qu'il a eu la primeur d'un bon travail et qu'il voulait l'annoncer au groupe avant que quelqu'un ne les devance. Cependant, lorsqu'il est allé le dire à Lloyd, il a constaté que son appartement avait été vidé et il a trouvé la lettre. Le propriétaire lui dit alors que Lloyd est parti la veille, et Noël en conclut qu'ils ont dû réussir à quitter la ville avant que les portes ne soient fermées. Walter a trouvé la lettre plus tôt que Lloyd ne l'avait prévu, ce qui donne à Noël le temps de les retrouver. Il détermine que les traîtres sont probablement à pied, car la location d'un cheval laisserait une trace écrite, et il devrait donc pouvoir les rattraper. Walter est vraiment impatient de partir, alors il se précipite sur Noël. Il veut frapper Lloyd en plein dans son visage d'abruti, car c'est tout ce qui peut calmer sa colère. Noël se moque de lui parce qu'il pense que tout ira bien après l'avoir frappé, mais Noël explique qu'on ne revient pas de ce genre de trahison. Noël déclare qu'il ne s'agit pas de les attraper et d'en parler. Dans le pire des cas, Noël est prêt à les combattre jusqu'à la mort. Walter est choqué, mais Noël veut simplement s'assurer qu'il peut vaincre Lloyd dans un combat. Walter est sûr de pouvoir le faire, avec le soutien de Noël, mais il est surpris lorsqu'il réalise qu'il devra aussi se battre contre Tanya. Noël explique que Lloyd a dû se dire qu'il ne s'en prendrait pas à eux parce qu'il ne pourrait pas récupérer l'argent de toute façon. Walter se demande si cela signifie qu'ils vont devoir abandonner, mais Noël répond que c'est tout le contraire. Noël a une devise, celle de rendre 1000 fois l'appareil à ses amis comme à ses ennemis. Noël demande à Walter de s'équiper et ce dernier se demande pourquoi ils sont venus au club des orques. Noël ne répond pas et dit à Walter qu'il est un parfait idiot, mais qu'il est aussi un excellent guerrier. Il ajoute qu'ils ont tous les deux leur domaine d'expertise et que Walter doit donc lui laisser le soin de réfléchir. À l'intérieur, Walter est choqué lorsque Noël annonce à tout le monde que son groupe a été trahi. Il déclare qu'il veut que les traîtres soient trouvés et capturés, et il offre une récompense de 220 000 $. Walter se demande pourquoi Noël a dû le dire à tout le monde, et Noël lui explique que cela fait partie de son plan. Un groupe est prêt à accepter l'offre, et Noël leur assure qu'il paiera s'ils réussissent. Noël leur donne les détails, et la fourrure et son groupe partent à la recherche des traîtres. Le club se vide alors que tout le monde se précipite pour faire le travail, et Noël commence à se demander s'il ne s'est pas trompé sur quelque chose. C'est alors qu'un homme demande à parler à Noël, et ce dernier se rend compte que son plan a fonctionné. Il s'avère que ce type a vu Lloyd et Tanya alors qu'ils revenaient d'un travail. Walter exige de savoir où il se trouve, mais le clochard refuse de parler sans avoir d'abord de l'argent. Noël ne lui offre que la moitié de la récompense, car le type est manifestement incapable d'éliminer les traîtres par ses propres moyens. Il tente de négocier pour obtenir plus d'argent, mais Noël ne bouge pas d'un pouce et menace même de s'en aller. Noël a déjà analysé ce type, et il peut dire qu'il n'est pas en position de refuser de l'argent. Le type leur en dit plus sur l'endroit où les traîtres se dirigent, et Noël demande à Walter d'attendre à la porte avec le type et son groupe. Noël doit d'abord s'occuper d'une autre affaire, mais il ne dit pas à Walter de quoi il s'agit. Un peu plus tard,
Noël est prêt à partir et Walter se demande si Noël peut vraiment vaincre Lloyd et Tanya. Sans hésiter, Noël répond qu'il le peut, et qu'il n'a pas l'intention de faire preuve de pitié non plus. Cela signifie même mettre fin à leur vie. Étonnamment, Noël explique qu'il pense à tout, et qu'il a même prévu un plan d'urgence au cas où il serait trahi par un allié. Walter est choqué de réaliser que cela signifie que Noël ne leur a jamais fait confiance, même s'ils étaient des amis proches. Noël explique que faire confiance à quelqu'un ne signifie pas avoir une foi aveugle en lui, et qu'être critique à l'égard de ceux à qui l'on fait confiance est la base de la construction de n'importe quel groupe. Walter est prêt à partir, mais Noël voit bien qu'il est trop mou. Walter n'est pas aussi engagé qu'il le laisse paraître, et Noël prédit que ce qui est sur le point de se produire sera très douloureux pour lui. Ailleurs, nous voyons les traîtres. Lloyd assure à Tanya que Noël ne les poursuivra pas car il sait qu'il n'y a aucun moyen de récupérer l'argent. Ils sont bien sûr choqués lorsque Noël apparaît derrière eux. Les autres sortent de leur cachette et Noël utilise son pouvoir de parole pour empêcher les traîtres de bouger. Noël déclare que cette attaque s'appelle le Stinehole et que Lloyd a été trop imprudent. Walter demande des réponses avec colère, mais Noël le calme et pose calmement ses propres questions. Lloyd est choqué lorsque Noël découvre que l'histoire de son investissement était un mensonge. En réalité, Lloyd a joué, il a perdu gros et s'est endetté auprès de personnes peu recommandables. Lloyd commence à s'excuser car la vérité est enfin révélée, mais Walter perd la tête et rappelle à Lloyd qu'ils ont risqué leur vie un nombre incalculable de fois pour cet argent. L'accro au jeu réplique en soulignant qu'aucun d'entre eux n'a la moindre idée de la difficulté qu'il y a à être le chef. Ils lui imposent tous le fardeau de la direction, mais ils veulent aussi tous les privilèges quand cela leur convient. Lloyd continue à se défendre, mais Noël se tait. Il lui fait remarquer que c'est Lloyd qui a voulu être chef au départ, et qu'il n'a donc pas à se plaindre de la difficulté de la tâche. Noël lui fait payer ses erreurs et Lloyd le supplie d'arrêter. Tout le monde est horrifié de voir Noël continuer à le frapper, et il déclare que Lloyd pourra s'excuser après avoir reçu 1000 autres coups de pied. Tanya le supplie d'arrêter, mais elle est horrifiée lorsque Noël lui demande si elle veut être battue à sa place. Noël ne fait aucune discrimination à l'égard des femmes, et il ne se retiendra pas non plus de la punir. Noël ne veut entendre aucune de ses excuses, il utilise donc son talent d'orateur pour lui faire avouer qu'elle a joué avec Lloyd. Elle admet avoir également puisé dans les fonds du groupe, mais elle rejette la faute sur Lloyd. C'est aussi une grande accro au jeu, et elle dit qu'ils auraient pu gagner gros si Lloyd l'avait laissé jouer davantage. La compétence de Noël, appelée conf, oblige une personne à dire la vérité, et Tanya est furieuse lorsqu'il libère son esprit. Elle fait remarquer qu'il est illégal d'utiliser des compétences de contrôle mental à des fins personnelles et que Noël pourrait aller en prison pour cela. Noël reconnaît que c'est normalement le cas, mais Lloyd et Tanya sont des criminels qui ont détourné des fonds du groupe. La loi impériale autorise l'utilisation de techniques de contrôle de l'esprit si c'est pour faire admettre aux criminels leurs crimes. Noël est absolument terrifiant, et il dit à Tanya qu'ils seront les seuls à aller en prison. Le détournement de fonds est passible de 10 ans de travaux forcés, et Noël les félicite d'avoir jeté leur vie en l'air. Le type de tout à l'heure est prêt à être payé, mais il s'énerve lorsque Noël lui dit d'attendre. Noël le jette à terre, car il refuse que la saleté le touche, et il dit au perdant de s'asseoir et d'attendre. Le gars ne prend pas les insultes à la légère, alors Noël le fait taire avec un coup de poing à la poitrine. Un coup d'œil en arrière montre que le vieux grand-père a appris à Noël à frapper les gens en plein cœur afin de les paralyser temporairement. Cette attaque permet aux personnes les plus faibles d'affronter les combattants les plus forts. Contrairement aux autres classes, les parleurs n'ont aucun moyen de se protéger, c'est pourquoi grand-père a appris à Noël ce mouvement pour qu'il puisse se défendre. À ce moment-là, la personne que Noël attendait arrive enfin, et tout le monde est choqué de voir qu'il s'agit du marchand d'esclaves Finocchio, le plus grand groupe mafieux de la capitale, la famille Luciano, et Finocchio est le chef de l'une de ses sous-familles. Ce type est joyeux, mais il peut aussi être horriblement cruel. Il est la définition même d'un double visage, et c'est pour cette raison que les gens l'appellent le clown fou. Walter se rend compte que cette réunion est l'affaire dont Noël s'occupait avant de partir. Noël savait que Tanya et Lloyd n'auraient plus un seul centime des fonds de leur groupe, il a donc passé un accord avec Finocchio pour récupérer l'argent perdu. C'est alors que Noël a décidé de vendre Lloyd et Tanya comme esclaves. Tanya refusant, Noël propose de les confier à la police militaire. Noël est vraiment méchant lorsqu'il donne des statistiques, le taux de survie des prisonniers envoyés travailler dans les mines pendant 10 ans n'est que de 2%. Noël leur propose d'accepter d'être esclaves, car au moins ils auront la chance d'avoir un bon maître. Finocchio fait son évaluation, mais il ne propose que 60 000 € pour le couple. Finocchio explique qu'il paie habituellement plus, mais qu'il se passe quelque chose à la capitale. Une certaine église est sur le point de promulguer une ordonnance qui obligera les riches à réduire leur luxe. Dépenser trop d'argent pour des esclaves attirerait l'attention de l'église, mais Noël est déçu de voir que même la mafia ne peut pas défier l'église. Finocchio est heureux que Noël accepte de vendre les traîtres, mais il est horrifié lorsque Noël dit qu'il ne les vendra que pour 110 000 $. Finocchio se plaint,
et Noël augmente immédiatement le prix à 120 000 $. En se plaignant à nouveau, Noël augmente le prix à 150 000 $, et Finot commence à montrer son vrai visage. Sa voix devient plus grave et il menace d'éventrer Noël pour donner ses entrailles au cochon. Mais Noël est un génie et dit que si Finocchio paie 150 000 $, il dira à tout le monde que Finocchio les a en fait achetés 300 000 $. Ce mensonge sur le prix de vente augmentera leur valeur et Finocchio pourra les vendre avec un énorme bénéfice. Lloyd et Tanya sont jeunes et beaux, Noël est donc certain que les riches seront prêts à payer au moins 900 000 $ pour eux. Finocchio n'a qu'à payer 150 000 $ à Noël, et Finocchio pourra garder le reste. Finocchio prévient qu'ils seront tous deux en danger si ce petit stratagème est découvert, mais Noël fait remarquer que Finocchio gagne sa vie en s'occupant d'affaires risquées. Finocchio a toujours su que Noël était un homme intelligent, mais il n'imaginait pas qu'il était aussi fou. Il demande à Noël de rejoindre sa famille et lui propose même de lui confier un rôle de leader. Noël rejette l'offre, mais Finocchio accepte de lui verser 150 000 $ pour les traîtres. Finocchio ne veut pas que cela se sache et il menace le pauvre homme d'une manière terrifiante. Finocchio verse le paiement initial à Noël, mais Tanya le supplie d'avoir pitié. Elle rappelle à Noël qu'ils sont amis, mais il la traite de traître et lui dit au revoir. Tanya demande ensuite de l'aide à Walter et lui rappelle qu'il est censé être amoureux d'elle. Tanya perd la tête et insulte Walter pour sa lâcheté alors qu'elle est emmenée. Une fois l'affaire réglée, Noël paie ses 10 000 $ au pauvre homme. L'homme tente d'insulter Noël pour avoir été un tel abruti, mais Noël lui dit de mieux maîtriser ses émotions. Le type traite Noël de diable, mais cela ne dérange pas Noël. Au contraire, il prévoit d'utiliser cette notoriété pour devenir le plus fort du monde. Plus tard, Noël arrive à la porte pour dire au revoir à Walter. Ils ont discuté un peu plus tôt parce que Walter envisageait d'abandonner son rôle de sourcier. Noël a assuré à Walter que, bien qu'il soit la personne la plus stupide qu'il ait jamais rencontrée, c'est aussi un grand guerrier. Il est le meilleur qu'ils connaissent, et il veut donc que tous deux reconstruisent leur groupe à partir de zéro. Noël avait besoin de lui, mais Walter a finalement décidé d'arrêter complètement d'être un sourcier. Noël laisse à Walter un cadeau d'adieu, et Walter n'arrive pas à savoir si Noël a un cœur ou non. Il se demande si Noël savait qu'il était en fait celui que Tanya aimait, mais il sait que Noël n'est pas en quête d'amour. Noël ne s'intéresse qu'à la force et rien qu'à la force. Walter repense au bonheur de leur groupe et dit adieu de façon dramatique au meilleur membre du groupe qu'il ait jamais connu. Ensuite, Noël se dit qu'il doit repartir à zéro. Il aperçoit une peau de serpent à proximité et change à nouveau d'attitude. Il dit que les serpents se débarrassent de leur vieille peau pour faire pousser de nouvelles écailles plus résistantes. Noël va devoir faire de même, et à partir d'aujourd'hui, le groupe Blue Beyond va renaître. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.